Alice Ruffo, donc je vous présentais, vous êtes ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants. Tout d'abord, une réaction sur ce que vient nous raconter Aubry, cette guerre informationnelle là qui s'applique au sport, aux Jeux Olympiques, mais pour vous aussi, au niveau du gouvernement, c'est un enjeu très fort. Il y a même un compte, d'ailleurs, Twitter, c'est ça, French Response, qui a été mis en place. Oui, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine, on voit que ça a considérablement augmenté, que d'ailleurs la guerre menée par la Russie est complètement informationnelle de la même manière que militaire. Cela dit, ce que fait votre journaliste est une œuvre d'intérêt général, puisqu'il s'agit bien de lutter contre ça, parce qu'on voit bien comme c'est difficile à décrypter, et donc on a besoin Mais parfois on a le sentiment quand même que le rapport de force, il est très difficile. On a un peu l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, parce que quand on voit les vidéos qui ont été faites, en Afrique notamment, parce que là les enjeux sont pires, si j'ose dire, c'est-à-dire de faire croire qu'en gros, on est des tortionnaires et que les milices Wagner sont tellement formidables et qu'on est traîné dans la boue dans une grande partie de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de choses ? Vous avez raison de faire la distinction entre ce qui se passe à l'étranger et ce qui peut engager, y compris la protection de nos forces, et ce qui se passe sur le territoire national. C'était le cas au Mali, notamment, avec un certain nombre de... Oui, et d'ailleurs, c'est une des premières opérations où on a montrer les images où on voyait finalement les Russes placer des corps, monter leurs mensonges, leurs fake news en vidéo. Bon. Donc là, on a développé des modes d'action très, très clairs pour répondre à ces campagnes de désinformation. Après, on est des démocraties. Moi, mon pari, c'est quand même qu'on est plus fort que les régimes autoritaires qui, eux, n'ont pas de circulation de l'information, et qu'en fait, c'est par du plus de vérité qu'on peut lutter contre ça, puis en faisant attention à être pas naïf quand même, collectivement, y compris en termes d'intérêt de l'État. Vous citez l'Afrique, vous avez raison, ça a eu un impact important, les campagnes anti-françaises. Mais vous savez, à l'époque, on avait même certains de nos partenaires qui critiquaient sur la base de ces campagnes. Donc c'est aussi un effort européen de coordination sur ces campagnes hybrides, informationnelles, extrêmement dangereuses et extrêmement nocives, mais qui font intégralement partie de la grammaire de la guerre russe. Alors aujourd'hui, à la une de la presse, s'est étalé les désaccords franco-allemands. Le Monde, journal Le Monde, le projet d'avion de combat compromis. Également le journal Les Échos, en une, avion de combat. L'Allemagne acte le divorce avec la France. Vous confirmez, Alice Ruffo, cet avion de combat qu'on appelle donc le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui est annoncé depuis 10 ans, qui devait être vraiment le symbole de la grande entente franco-allemande. Ça y est, c'est fini, vous n'allez pas y arriver ? Non, je ne confirme pas du tout ça. D'abord, vous le dites assez bien, le SCAF, c'est un système de combat. C'est-à-dire il y a beaucoup de... Enfin, il faut savoir de quoi on parle. Il y a un avion, et puis il y a tout ce qui va aussi avec l'avion, et qui en fait... compose cet avion. Voilà, la future génération du combat aérien, en fait, de manière générale, qui vient aux alentours de 2035-2040. Voilà, on parle de ça. C'est un projet qui a été décidé en 2017, qui visait à se dire, en fait, il va y avoir une évolution des générations ou la préparation d'un système de combat aérien du futur. Il faut le faire ensemble. Ce qui s'est passé au cours des derniers jours... Et qui était un symbole de l'entente entre, à l'époque, Angela Merkel et Emmanuel Macron qui venait d'arriver au pouvoir. Airbus, enfin, il y a eu plein de symboles. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. C'est déjà, nous, si on le fait, c'est pas que pour le symbole. C'est parce que on a des besoins et qu'on souhaite le faire en coopération. Mais c'est une illustration plus qu'un symbole. Voilà, exactement. Mais donc c'est vrai, ça a un impact, etc. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des déclarations du gouvernement allemand. Alors justement, on peut les citer pour la bonne compréhension des téléspectateurs. Friedrich Merz, qui dans le podcast Marc Wechsel diffusé le 18 février, a ainsi affirmé « Les Français ont besoin dans la prochaine génération d'avions de combat, d'un avion capable de transformer des armes nucléaires et d'opérer à partir d'un porte-avions. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin actuellement dans l'armée allemande. » C'est vrai qu'à lire, ça met quand même un point final à la possibilité de faire un avion qui satisferait à la fois les Allemands et les Français. Ce qui est un peu étonnant, respectueusement, c'est que ces deux données, ces deux éléments stratégiques qui sont rappelés par le chancelier, c'est-à-dire le fait... Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a eu des accords... Qu'est-ce qui se passe Le fait que la France est une dissuasion nucléaire et que quand elle fait un avion de combat du futur, elle en tienne compte et que ça soit compatible avec la continuité de la mission de la dissuasion et que ça doive apponter sur un porte-avions,
moi, je suis le programme depuis le début. C'est dans toutes les étapes qui ont été faites, y compris à la phase initiale. Alors qu'eux, en clair, voudraient un avion dans lequel on puisse mettre plus d'armement, qui soit plus lourd et qui ne va pas avec nos porte-avions à nous. Je ne sais pas quel est le besoin. Les déclarations, c'est ce qui sont les besoins de la Bundeswehr, de l'armée allemande. Le besoin français n'a pas du tout été caché, où il n'est pas nouveau, où il n'y a pas d'évolution. C'est quelque chose qui est connu depuis le départ. Bon. Après, le besoin français et européen, me semble-t-il, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs avions de combat européens. Alors, ça n'a pas de sens. Pourquoi tout d'un coup, on a l'impression, c'est pas le seul symptôme ou illustration, que Friedrich Merz a tendance à se pencher vers d'autres, c'est-à-dire plutôt notamment les Italiens, que nous. Et est-ce que c'est de la politique intérieure? Est-ce que ça sort d'où? Est-ce que c'est l'affaiblissement de la France? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. D'abord, vous savez qu'il y a plusieurs programmes qui existent. Il y a le SCAF, qui se fait aussi avec les Espagnols, il faut le rappeler, où la Belgique est observateur. Et puis, il y a un programme JCAP, dans lequel l'Italie est engagée, dont la Suède est sortie, par exemple. Donc, vous avez plusieurs coopérations. Bon. Je pense qu'on est à un moment, quand vous avez dit que ça avait été lancé il y a longtemps, c'est vrai, ça a été lancé en 2017, dans un moment où il n'y avait pas la guerre en Europe, il n'y avait pas la même relation avec les États-Unis. Oui, on peut se dire que c'est justement... Absolument. Mais absolument. C'est exactement contre-intuitif. Absolument. Ça a été lancé à un moment où on était tranquille, alors maintenant qu'on n'est pas tranquille, on aurait besoin de plus de coopération. Moi, c'est la position de la France, et donc, honnêtement, je ne vois pas pourquoi cette intuition initiale, qui pouvait être contestée d'ailleurs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la situation de guerre sur le continent européen, il n'y avait pas l'instabilité de la relation transatlantique, il n'y avait pas une telle nécessité, et puis il n'y avait pas ce réarmement. Bon, je pense là, le sujet est stratégique, il y a un ajustement stratégique à construire, et je pense qu'il y aura d'autres discussions sur le sujet. En clair, est-ce que les Allemands nous lâchent parce que ils ne sont plus dans le même moment qu'il y a 10 ans en effet, ils ont décidé de reconstruire leur armée, de plus investir, ils veulent pas dépendre des besoins français. C'est excessif de dire ça. On a plein de domaines de coopération qui font... Non, pardon, excusez-moi, je vous réponds. Ce serait excessif de ma part de vous répondre cela. Il y a plein de coopérations qui fonctionnent, y compris d'ailleurs les Allemands le rappellent, dans le cadre de la coopération sur le SCAF, où il n'y a pas que 2 entreprises qui sont engagées, il y a plein d'autres entreprises. Je ne crois pas qu'on puisse aller jusqu'à dire que tout va mal dans la relation franco-allemande, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que disent les autorités allemandes. Il y a un point manifestement d'éclaircissement à avoir, et il doit avoir lieu, parce que honnêtement... En clair, pour finir là-dessus, selon vous, ce projet n'est pas à l'état de mort. Enfin, en tout cas, l'intention de la France dans le dialogue européen est claire. Ça serait absurde de faire plusieurs avions de combat. Nous, notre position est que de toute façon, on fera effectivement un avion selon les critères qui ont été donnés depuis le début, et on aimerait le faire en coopération. Donc vous renvoyez la balle aux Allemands. Oui, on n'a aucun moyen de pression sur qui que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les industriels ne doivent pas décider des objectifs stratégiques des États. Nous sommes les clients des industriels en l'espèce, et puis nos industriels doivent converger sur la base de ce que souhaitent les clients, c'est-à-dire ceux qui commandent, et pas l'inverse. Alors, c'est pas le seul projet quand même de coopération européenne à battre de l'aile, sans rentrer dans des termes trop techniques. Non, mais il y a le char de combat commun. Il y a aussi un projet de drone européen qui est en mauvaise posture. La France souhaite sortir de ce projet. Le drone apparemment est jugé obsolète. C'est à contre-courant, tous ces projets-là qui semblent ne pas aller au bout. C'est à contre-courant de la volonté affichée aujourd'hui d'avoir une défense européenne forte. Alors, sur le char du futur, vous savez qu'il y a un lien entre les deux dossiers, puisque la France avait le leadership dans le domaine de la construction d'un avion, parce qu'en fait, on sait faire des avions, et l'Allemagne davantage sur le MGCS, donc le char du futur. Bon, le MGCS a suivi son cours et le projet avance. Évidemment, il y a un lien entre tous ces programmes. Le projet avance au ralenti quand même. Le projet avance. Là, ce qui s'est passé sur le SCAF, c'est qu'il fallait passer à une deuxième phase, à une phase de démonstration. Donc, il y a eu des tensions qui sont cristallisées. Est-ce que ça veut dire qu'on a repoussé les problèmes pour ne pas les voir, et qu'au moment où on arrive devant, on se rend compte qu'il faut les traiter? Non, je pense que la vérité, c'est qu'on est dans une période où la France est assez stratégiquement pas perturbée dans la période. Pourquoi ? Parce que depuis des années, on parle d'autonomie stratégique européenne. Pendant des années, nos partenaires nous ont expliqué... Et c'est vrai qu'il y a eu un retournement chez les autres. Voilà. Et donc, en fait, on continue sur les projets. Mais il faut aussi comprendre le choc. Je pense qu'il faut l'entendre, le choc qu'il y a chez nos partenaires.
qui ont une relation, qui sont beaucoup plus dépendants de la relation transatlantique, qui stratégiquement se sont construits ainsi. Donc, je pense qu'il y a un alignement stratégique européen à avoir. Je pense que la France doit jouer son rôle pour construire ça et pas renoncer, parce qu'au fond, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ce serait renoncer à quelque chose sur lequel on s'est battu depuis plusieurs années, qui est justifié par le contexte actuel. Donc, il faut se battre. Pardon, mais clairement, comment c'est-à-dire qu'il faut se battre. Il y a ces appels, en effet, à ce qu'il y ait une défense européenne plus importante, une Europe de la défense. On voit que les Allemands investissent de plus en plus dans leur armée. La France, également, c'est une volonté affichée régulièrement du président de la République. Et il est vrai que le budget de la défense française ne cesse de progresser, de 32 milliards en 2017 à 57 milliards là, en 2026. Bon, il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent pour la défense et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais où va cet argent ? Où est-ce qu'il est investi? C'est la difficulté. C'est la meilleure question possible. Si on fait, je vous remercie, donnez-nous la meilleure réponse possible. C'est la question du moment. C'est-à-dire, si au fond, on dépense tous de manière complètement pas coordonnée, pas en coopération, etc., eh ben, on risque d'être un peu moins crédible face à nos adversaires tous ensemble, un peu moins compétitif par rapport à nos compétiteurs tous ensemble, et surtout, en termes d'efficacité de la dépense. Ça, on est tous d'accord. On va créer. Même si la question est moins intelligente. Pourquoi ça ne marche pas? Mais ça marche. Regardez, on a des instruments communs qu'on n'avait pas du tout il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. EDIP, SAFE, cet emprunt commun pour l'Ukraine. Vous savez très bien que l'emprunt commun sur l'Ukraine, c'est pas exactement ce qui était prévu. Non, mais pour l'Europe aussi, SAFE, c'est quelque chose qui doit permettre d'accélérer justement les coopérations, parce que les financements dépendent de la capacité à coopérer. Donc si vous voulez aller chercher des financements européens, il faut que vous le fassiez avec un autre pays. Avec l'Allemagne, on travaille par exemple sur des sujets tels que l'alerte avancée pour repérer les missiles, on travaille sur les frappes dans la profondeur. Il y a plein de sujets là, évidemment, qu'il y a beaucoup de visibilité à des programmes très importants et très symboliques. Mais je veux dire qu'il y ait une consolidation industrielle, un travail industriel, c'est clair. On n'a pas le temps. Non, on va y arriver. Je vous assure qu'on va y arriver. Simplement, c'est stratégique. Ça fait des années qu'on le porte, qu'il y ait des difficultés parce qu'il y a un contexte stratégique qui est extrêmement perturbant pour beaucoup de pays. Mais ce qui est important, c'est de garder la ligne, le cap, parce que le pire des scénarios, au fond, ce serait et c'est un peu ce qui se dessine malheureusement le risque, ça serait de créer de nouvelles dépendances. Or, toutes les dernières années nous ont démontré qu'en fait, il fallait plutôt éviter de créer en Europe de nouvelles dépendances à l'extérieur. Et la France doit continuer de convaincre. Mais est-ce que aussi c'est du côté des industriels qui, en France ou en Europe, construisent trop lentement, trop cher par rapport à des concurrents américains qui sont plus intéressants quand il s'agit d'investir et d'avoir rapidement des avions? Si on regarde, par exemple, Rafale contre le F-35 des avions de chasse, il y a 4 pays qui achètent les Rafale français contre 13 des Américains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans le fonctionnement de nos industries? Je rappelle quand même que la France est le 2e exportateur d'armes. C'est vrai. Donc ça veut dire que l'industrie française est quand même compétitive. Et l'Inde vient encore d'en donner un autre exemple. Premier élément. Deuxième élément, précisément l'exemple que vous donnez est le bon. Je veux dire, si on se met en Europe à développer plein d'équipes, l'export, ça fait partie d'une politique de défense. Les Américains, ils ont un produit. Les Chinois, ils en auront un. Les Indiens, à terme, ils en auront un. Si en Europe, on se met à diverger complètement... C'est ce qui se passe. Oui, mais il faut lutter contre ça. Enfin, moi, je suis responsable que de la position. Non, mais je suis pas en train de vous mettre en cause. C'est simplement qu'on a l'impression d'entendre depuis 50 ans, je ne sais même pas quand c'était la CED, si je l'ai calculé, on a toujours l'impression d'entendre la même chose. C'est-à-dire il faudrait que, si on se mettait d'accord, ça serait formidable. On ne peut pas se permettre de ne pas se mettre d'accord. On devrait avoir... Mais quand on voit... on devrait limiter la dépendance avec les États-Unis, donc pas leur acheter leur armement et tout. On cherche juste des raisons, non pas d'être optimiste, mais d'avoir... Mais il y en a. On a honnêtement, les instruments dont je vous parle, qui sont des instruments d'investissement européens, sont entièrement nouveaux. Et il va y avoir beaucoup d'investissements communs qui vont nous permettre d'agir, notamment dans le domaine de l'innovation, où on a des gap, en mauvais français. Oui, il faut rattraper un retard en tout cas. Et donc là, il peut y avoir un investissement commun européen sur l'innovation. Et on a intérêt à ces investissements communs parce que ça permettra de passer en économie de guerre un peu européenne, c'est-à-dire d'accélérer la production. Donc en fait, il y a on va accélérer nous aussi, en revanche, parce que le temps passe vite. Non, je voulais vous faire réagir. Aujourd'hui, s'est tenu pour la première fois le Board of Peace, lancé donc à Washington, le Conseil de la paix qui est organisé, dirigé par Donald Trump. Et il y a eu une représentante de la Commission européenne qui était présente aujourd'hui. Jean-Noël Barrot, à l'instant, réagit sur le réseau X en disant que la Commission européenne n'aurait jamais dû
assister à la réunion du Board of Peace à Washington, car elle n'en avait pas reçu le mandat du Conseil. Quelle est votre réaction, vous, ce soir, sur cette présence et comment vous l'expliquez? C'est quand même de nouveau, on parlait avant de défense européenne, c'est quand même de nouveau un exemple du manque d'unité, d'union, d'alignement. Là, et cette fois-ci diplomatique. C'est pas la compétence de la Commission, effectivement, comme le dit le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de prendre des décisions qui sont politiques et qui dépendent des États membres. Vous faites la référence à la défense. La défense en Europe, ça reste une compétence complètement nationale sur laquelle on coopère avec des instruments communs qui peuvent être mis en place par la Commission en particulier. Mais la politique étrangère, la politique de défense, ça reste des compétences souveraines. Donc la Commission n'a aucun mandat pour prendre des décisions et en tout cas n'engage pas les États membres. Est-ce qu'il y a un pays qui bug? Est-ce qu'il y a une personne qui bug? Je pense qu'en Europe, sur les questions de gouvernance... Est-ce que Mme Ursula von der Leyen fait exactement... Clairement, on ne peut pas approuver cette démarche. Parce que, au fond, qui ensuite met les moyens, participe aux négociations internationales, sont bien les chefs d'État. Donc, la Commission n'a pas sa place à prendre ce type d'initiative. Le ministre des Affaires étrangères a raison. C'est pas dramatique, mais enfin, c'est pas bien. Et il faut pas continuer comme ça. Donc, voilà, on exprime notre désaccord, en tout cas. Alice Ruffo, on arrive bientôt aux 4 ans du début de la guerre en Ukraine. Et par exemple, Marco Rubio l'a dit là, à la conférence de Munich, je ne suis pas sûre que Poutine ait envie de la paix. En effet, on se pose la question. Vous le rejoignez, au moins, sur ce point, on est dans une guerre sans fin en Ukraine face à la Russie? J'espère pas sans fin, puisque je pense que les Ukrainiens veulent plus que personne la paix. Mais il est de fait que les intentions russes, telles qu'elles ont encore été réaffirmées dans les derniers jours, ne sont pas des intentions de paix. C'est ce qui avait été dit par Emmanuel Macron il y a un certain temps déjà. Oui. Et est-ce que, pour remettre en perspective tout ce qu'on a dit avant, est-ce qu'il n'y a pas de quoi désespérer Zelensky, si j'ose dire, quand il voit ce qui se passe en Europe? Je crois pas. Je pense qu'en Europe, il y a quand même... vous savez, 100% du soutien aujourd'hui à l'Ukraine est payé par les Européens et apporté par les Européens. Quand on parle de garantie de sécurité, parce qu'il ne suffit pas de faire la paix, il faut aussi faire en sorte qu'elle soit robuste, c'est encore les Européens. Donc, que Zelensky, comme il a pu le dire d'ailleurs il y a quelques semaines, trouve que l'Europe est trop divisée et devrait être plus forte, qu'on entende le message. Effectivement, il faut qu'on soit plus fort collectivement. Mais par contre, l'Europe joue un rôle essentiel dans le soutien à l'Ukraine. Non, mais d'accord. Mais est-ce que, par exemple, on a toujours dit qu'il y avait un couple qui devait être moteur, ou il y avait un pays qui devait être moteur. Est-ce que finalement, la fragilisation de la situation d'Emmanuel Macron, à cause de dissolution, de déficit, de tout ce qu'on veut, n'est pas un affaiblissement globalement de la France pour essayer de tirer et d'avoir le leadership sur une position européenne? Je n'ai pas senti honnêtement d'affaiblissement de la France dans le lancement de la coalition des volontaires. Qui est mais ça, vous me citez, on cite tout le temps. Ah non, mais la coalition des volontaires, ça remonte il y a un certain temps. Non, c'était début janvier. D'accord, mais pour l'instant, ça donne quoi? Ça donne quand même qu'en l'espace de 6 mois, on a obtenu un soutien américain, qu'on a planifié en européen des garanties de sécurité futures et qu'aujourd'hui, elle est en train de se tourner vers la construction d'une armée ukrainienne future qui est très concrète, avec une plateforme aérienne, avec des moyens qui lui seront donnés pour construire son armée qui devrait être très robuste, même en cas d'accord de paix. Donc c'était il y a un mois. Franchement, Alice, la flotte fantôme qui doit se renforcer. Aujourd'hui, le Danemark a mené des actions à peu près similaires à celles que nous avons menées en Méditerranée et dans l'Atlantique. C'est un moyen de pression extrêmement important sur la Russie. C'est une action qui a été initiée par la France. Ruffo, il nous reste 2 minutes et on voulait vous faire réagir à une actualité française très forte aujourd'hui, les avancées judiciaires dans l'affaire de la mort de Quentin Derenc, ce jeune nationaliste mort à 23 ans dans une rixe. On vient de l'apprendre, l'assistant du député LFI Raphaël Arnaud a été mis en examen pour complicité de meurtre par instigation. Jacques-Élie Favreau, donc 2 autres ont également été mis en examen pour homicide volontaire. Votre commentaire ce soir, est-ce que vous estimez qu'au vu des derniers développements, Raphaël Arnaud doit se mettre en retrait à minima du groupe des Insoumis, voire même démissionner? Il a déjà été exclu, ni suspension, ni démission par Raphaël Arnaud lui-même et l'entourage LFI. Bon, d'abord, je ne me suis jamais exprimée sur ce sujet et je pense juste à ses proches, à sa famille. C'est évidemment insoutenable, ce genre de choses, etc. Mais écoutez, je vais vous dire, je suis issue des ministres de la société civile. Donc j'ai découvert le Parlement récemment. Je suis quand même étonnée par la violence politique, honnêtement. Toute la violence politique ? Je trouve quand même qu'il y a certains groupes politiques qui se permettent une violence verbale et donc par moments physique, qui peut se traduire par de la violence physique, qui est quand même assez inquiétante.
Vous étiez citoyenne, ce que vous êtes toujours. Le Front républicain, c'était quelque chose qui avait du sens pour vous? Oui, ça là, on avait. Moi, je viens j'ai un parcours politique en tant que citoyenne pour laquelle ça avait du sens. Mais là, honnêtement, c'est vrai qu'il y a certains comportements, que ce soit sur la lutte contre l'antisémitisme ou sur la lutte contre la violence politique, où je suis extrêmement choquée par le comportement de certains mouvements politiques. Vous pensez que le Front républicain, aujourd'hui, peut être encore possible ou est-ce que, comme certains le demandent aujourd'hui dans la classe politique, la France insoumise doit être marginalisée? Je suis désolée, mais enfin, moi, quand j'étais plus jeune et que le Front républicain, je le défendais, c'était sur la base de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, c'était sur la base de la lutte contre la violence, c'était sur la base de choses qui sont manifestement plus partagées. Est-ce que vous appelez ce soir de vos vœux à ce que Jean-Luc Mélenchon clarifie sa position par rapport à Je pense que la situation doit être clarifiée, en effet. Merci beaucoup Alice Ruffo d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants. Merci à vous également Nathalie Saint-Cric d'avoir été à mes côtés pendant ces 2 heures d'émission. Les Informés, c'est tout de suite sur l'antenne, mais d'abord le JT Monde.